bien, bonsoir. Donc, ravi de vous accueillir pour cette nouvelle année du séminaire de l'Institut d'études lévinassiennes, dont le thème est le corps. Quelques informations touchant l'actualité de l'Institut d'études lévinassiennes paraîtra le 7 décembre dans les librairies le cahier numéro 15 consacré à la Révolution. Je rappelle que courant septembre est paru aux éditions Verdier une traduction de l'interprétation des rêves dans le Talmud de Christian Poller, dont René a revu la traduction. Et je mentionne également un nouveau site internet de l'Institut d'études lévinassiennes où sont mises à disposition tout un très grand nombre, pas encore la totalité, mais en tout cas un très grand nombre d'interventions qui se sont tenues, et que ce soit sous forme audio ou sous forme vidéo. La prochaine séance de l'Institut aura lieu au centre Edmond Flegg, assuré par Yvan Segré, le 30 novembre, sur l'expression du corps, esquisse talmudique. Le jeudi 18 janvier, nous aurons l'occasion d'écouter Gilles Lanu sur l'énigme du corps, le corps comme entre-deux, au centre Edmond Flegg. Le jeudi 1er février, René Lévy interviendra sur le corps indifférencié, toujours au centre Edmond Flegg. Le jeudi 15 février, Pierre Quay interviendra sur le corps des humanistes à l'Université de Chicago, ici même. Mercredi 21 mars, ce sera la deuxième séance de Gilles sur l'énigme du corps, d'un corps l'autre. Le jeudi 12 avril, à l'Université de Chicago, se tiendra un grand entretien avec Christophe Desjours, que nous avions invité il y a 2 ans. L'entretien portera sur le travail du corps. Le jeudi 3 mai, toujours à l'Université de Chicago, nous aurons le plaisir d'accueillir Agnès Louis pour une intervention sur le corps politique. Enfin, le mercredi 23 mai, Olivier Boulnois devrait intervenir sur le thème suivant, du corps mystique au corps politique, toujours à l'Université de Chicago. Et enfin, l'année se clôturera le jeudi 14 juin avec la deuxième séance de René, le corps sexué. Sur le corps, Lévinas écrit dans Totalité infinie, « Être corps, c'est d'une part se tenir, être maître de soi, et d'autre part se tenir sur terre, être dans l'autre, et par là, être encombré de son corps. » Donc on peut voir une ambivalence fondamentale qui caractérise le corps. Le corps apparaît comme un entre-deux. Ce soir, nous avons le plaisir, encore une fois, d'accueillir Luc Brisson. Luc Brisson, comme vous le savez, est philosophe, historien de la philosophie, spécialiste de philosophie antique, travaille au CNRS. Comme vous le savez aussi sans doute, il a dirigé la nouvelle traduction de l'ensemble des dialogues de Platon chez Garnier-Flammarion et a lui-même traduit donc de très nombreux dialogues, et en plus des dialogues, les lettres, et un certain nombre d'autres textes, ainsi que les Énéades de Plotin avec Jean-François Prado, toujours aux éditions Flammarion. Il est l'auteur d'un grand nombre d'articles savants et de plusieurs ouvrages, parmi lesquels on peut toujours signaler Lire Platon aux presses universitaires de France, paru en 2006, avec Francesco Fronterota, Lecture de Platon, paru chez Vrin en 2000, la réédition récente également aux belles lettres de son ouvrage intitulé « Le sexe incertain, androgynie et hermaphrodisme dans l'Antiquité gréco-romaine ». Votre dernier ouvrage en date est Un Platon, paru aux éditions du Cerf cette année. Je vous laisse la parole. Oui, donc merci beaucoup. Et je suis très heureux que vous soyez là ce soir. Je vais faire je vais essayer de
de faire une présentation un peu paradoxale, parce que je voudrais parler du corps, mais en prenant pour base la question de l'âme chez Platon. Parce que je pense qu'avec cette question de l'âme, on a une perception radicalement différente du corps qui, jusqu'à un certain point, peut présenter beaucoup d'intérêt. Donc, je commence par dire à quel point la question du corps est importante dans la société actuelle, qu'il s'agisse de la question du bien-être. Avec la santé, la médecine a fait des progrès fabuleux et donc nous permet de vivre beaucoup plus vieux en excellente santé. Cela dit, donc, il reste des problèmes qui sont reliés à la question de savoir qu'est-ce que c'est qu'un être humain. C'est la question de l'embryologie et c'est la question de la mort volontaire. Par ailleurs, en ce qui concerne la santé, donc la diététique a fait beaucoup de progrès. Donc, comme je l'ai dit, on peut vivre beaucoup plus vieux en étant en excellente santé. Mais il y a un certain nombre de problèmes qui se posent relativement à ces questions de nourriture. La beauté aussi a pris une place considérable dans la vie de tous. Et il y a toute cette question de la mode, des parfums, etc., qui souvent atteignent des sommets qui frisent le ridicule. Et enfin, donc, le sport qui intéresse le corps et qui est de plus en plus populaire, mais qui implique des dépenses extravagantes en ce qui concerne l'argent. Donc, la question aussi du corps en psychologie. Est-ce qu'il est possible d'utiliser les sciences cognitives, c'est-à-dire de décrire le fonctionnement du cerveau pour définir la pensée, les émotions, etc. Et donc, c'est une véritable question et donc on verra qu'avec l'âme, on a une perception très différente de ce genre de problème. Il y a aussi la question du développement personnel. Donc, est-ce qu'il est possible de dépasser la relation entre les corps pour essayer de définir quel type de rapport il peut y avoir entre les êtres humains? Et donc, la politique, enfin, qui peut être définie comme une gestion de la population et de l'environnement. Est-ce que la politique, c'est plus que ça? Et donc, c'est une question à laquelle Platon essaie de répondre aussi. La question des relations humaines aussi. Est-ce qu'on peut réduire les relations humaines à des questions concernant les émotions et les sentiments? Est-ce qu'il ne faut pas aller plus loin? Donc, c'est aussi une question que j'avais essayé d'aborder par l'intermédiaire de Platon. Et aussi la question, en ce qui concerne les relations humaines, des immenses rassemblements pour des concerts, pour du sport, etc., et ce qui pose le problème de la foule et des différents sentiments qui sont associés à des rassemblements aussi considérables. Et enfin, et ça j'en parlerai et je pense que ça vous surprendra, la question des rapports entre les êtres humains et les animaux. Est-ce que c'est seulement une question de corps? Est-ce qu'il n'y a pas autre chose de plus fondamental en ce qui concerne les rapports entre les êtres humains et les animaux? Et vous allez voir que dans Platon, c'est un véritable problème. Donc, comme je vous l'ai dit, je voulais parler de l'âme chez Platon pour montrer comment, quand on a une certaine conception de l'âme, la perception du corps change complètement. Je pense que tout le monde dans cette salle
tous les gens ont une certaine culture et savent que chez Platon, on trouve ce texte qu'on cite tout de suite quand on veut parler du corps et de l'âme chez Platon. C'est dans le Cratyle, donc c'est dans le Cratyle en 400 B et C. Et je vous lis le texte et vous verrez comment les choses s'organisent. Donc c'est Socrate qui parle. Et il s'agit, dans le Cratyle, d'expliquer le terme soma, le corps. Donc c'est Socrate qui parle. J'ai plusieurs idées à ce sujet. Oui, plusieurs, même si l'on fait légèrement dévier le mot. En effet, certains disent que c'est le tombeau, que le corps est le tombeau, en grec séma, de l'âme, dans la mesure où elle y est présentement ensevelie. D'autre part, comme c'est par le corps que l'âme signifie tout ce qu'elle signifie, en ce sens aussi, il est correct de l'appeler séma. Donc, en grec, séma, c'est à la fois le tombeau et le signe. Et on comprend très bien pourquoi c'est le tombeau, parce que le tombeau, c'est un signe physique qui indique que dessous, il y a un corps. Mais selon moi, les Orphiques, c'est une secte religieuse contre laquelle Platon a beaucoup de ressentiment. Donc, mais selon moi, les Orphiques ont surtout établi ce nom dans l'idée que l'âme purge une peine qu'elle doit payer. Et ils tiennent le corps pour une enceinte. Moi, j'aurais tendance à traduire pour une prison qui doit la garder, à l'image donc d'une prison. Ils pensent donc que le corps est bien, comme son nom l'indique, soma, la prison de l'âme, jusqu'à ce qu'elle ait payé sa dette, sans qu'il soit besoin de rien changer au mot. La prison, c'est aussi soma, pas même une lettre. Donc, ce texte paraît être très, très négatif, et je voudrais montrer que ce n'est pas le cas si on prend l'ensemble de la philosophie, si on prend l'ensemble de ce que Platon peut dire de l'âme et de sa relation avec le corps. Donc, je commencerai par essayer de définir ce qu'est l'âme dans le monde grec et selon Platon. Donc, dans le monde grec, l'âme est évoquée déjà dans l'Iliade et l'Odyssée. Dans l'Iliade et l'Odyssée, l'âme, c'est le moteur d'un corps. Et cette âme ne se manifeste jamais durant la vie, elle ne se manifeste qu'au moment de la mort, c'est-à-dire qu'elle se manifeste lorsque le dernier souffle apparaît, et donc elle sort du corps par le souffle, ou bien elle sort par cette vapeur qui monte du sang d'une blessure. Donc je pourrais vous donner plusieurs exemples de la chose dans l'Iliade et l'Odyssée. Donc l'âme, c'est d'abord le moteur invisible du corps. Mais il y a aussi dans la mythologie grecque une autre conception de l'âme, et l'âme, c'est l'hôte provisoire d'un corps. Il existe plusieurs, je ne sais pas comment on dit en français, wondermen ou chamans, qui, durant leur vie, quittent leur corps et vont très très loin pour visiter un saint homme ou pour aller faire un voyage, et donc qui ensuite reviennent dans leur corps. Donc c'est la deuxième façon de considérer l'âme. L'âme n'est plus seulement le moteur invisible d'un corps, mais c'est aussi un hôte provisoire d'un corps. Et il y a une histoire très marrante qui est racontée par Plutarque, premier, deuxième de notre ère,
Hermotime, qui avait l'habitude de quitter son corps pour aller faire un voyage, revient un jour et son corps n'existe plus puisqu'il a été brûlé par ses ennemis, sa femme l'ayant trahi. Et, donc, c'est une histoire qui fascine les penseurs grecs. Donc, l'âme, c'est deux choses. C'est le moteur invisible d'un corps, mais c'est aussi l'hôte provisoire d'un corps. Et l'intérêt chez Platon, c'est qu'on retrouve les deux façons de considérer l'âme. Donc l'âme, chez Platon, et notamment dans le Timée, qui est un dialogue où Platon décrit la fabrication du monde et la fabrication de l'homme, qui est un monde en petit. Donc, dans le Timée, on a les deux représentations de l'âme. Donc, il y a l'âme comme moteur invisible d'un corps. Même le monde a une âme. C'est une âme qui explique les mouvements dans l'univers, et notamment et avant tout les mouvements des corps célestes. Et dans l'homme aussi, c'est le moteur invisible du corps humain, c'est-à-dire ce qui définit un corps humain et un corps animal en général. Et même les plantes, mais j'y reviendrai, c'est le fait qu'elles se meuvent spontanément. Donc le principe du mouvement d'un corps, chez Platon, c'est une âme. Et donc c'est un moteur invisible. Et ce moteur invisible explique non seulement les mouvements corporels, mais aussi les mouvements psychiques, les émotions, les sentiments, la pensée, etc. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que cette âme est un hôte provisoire du corps qu'elle anime. C'est-à-dire qu'on a chez Platon cette idée que les âmes, que l'âme en tant qu'âme est immortelle, dans la mesure où si l'âme cessait son mouvement, le monde et les êtres vivants disparaîtraient ou dépériraient ou mourraient. Et donc, l'âme, en tant qu'âme, est immortelle. Mais les âmes individuelles ont une immortalité provisoire. C'est-à-dire que lorsque un être humain, mais pas seulement un être humain, un animal aussi, meurt, ce vivant, donc l'âme de ce vivant passe dans un autre vivant. Et donc, elle le fait pour une période déterminée. Elle le fait dans le cadre d'un cycle qui comprend 10 périodes. Et donc, une âme qui, dans une première période, est dépourvue d'un corps, s'incarne dans une seconde période dans un corps qui n'est pas sexué, puis dans une troisième période dans un corps sexué, donc là, ça peut être une femme, et ensuite, l'âme peut revenir à un état antérieur, mais si l'âme se comporte mal, elle peut descendre dans l'échelle des vivants et donc devenir soit un oiseau, soit un quadrupède, soit un poisson. Donc ça a l'air un peu ridicule, mais on verra que les conséquences sont vraiment très importantes. Donc, chez Platon, je le répète, l'âme, c'est le moteur invisible d'un corps, mais c'est aussi l'hôte provisoire d'un corps. Et cette hôte provisoire d'un corps va modifier complètement la façon de considérer le corps en général. Donc, comment dire, lorsque l'âme s'incarne dans un corps, c'est à ce moment-là qu'on peut parler d'un être humain.
Et donc, ça pose énormément de questions en ce qui concerne l'embryologie. C'est-à-dire qu'effectivement, les rapports sexuels sont la conséquence absolument nécessaire pour fabriquer un être humain ou même un animal, comme on le verra plus tard. Mais donc, ce qui fait qu'un être humain est un être humain, c'est son âme et pas son corps. Et donc, il y a chez les platoniciens plus tardifs des traités sur l'embryologie, c'est-à-dire comment telle ou telle âme peut intégrer un corps en particulier. Et la même chose pour la question de la mort, de la fin de vie. Et donc, on s'aperçoit que la question justement de l'avortement et la question de la mort volontaire ne se posent pas du tout de la même façon, dans la mesure où c'est une question qui intéresse l'âme et pas le corps. Mais ça, je n'insisterai pas là-dessus parce que chez les auteurs néoplatoniciens, notamment chez Porphyre, ça prend une proportion vraiment très importante. Mais je pense que c'est une autre façon de voir la conception d'un être humain et la mort d'un être humain. C'est-à-dire que c'est une espèce de voyage de l'âme d'un corps à un autre, ou voyage de l'âme d'un état où elle est incorporelle à un corps. Et donc, ça modifie complètement donc les questions de la conception et de la mort. Mais là où, chez Platon, les choses prennent un tout autre visage, c'est la question de la femme. Et parce que, comme vous le savez, pour Platon, la femme, il ne doit pas y avoir de distinction entre l'homme et la femme, dans la mesure où, et ça c'était, quand on lit la République, un problème qui faisait scandale à l'époque. Le fait que la femme puisse avoir les mêmes, les mêmes activités que l'homme. Donc, dans la société traditionnelle grecque, comme dans beaucoup de sociétés traditionnelles, la femme, étant donné son corps, est faite pour faire des enfants et les élever, et donc pour rester à la maison. Et Platon va se révolter contre cette situation en essayant de montrer que la femme et l'homme sont de même nature et que cette nature n'est pas une nature, n'a rien à voir avec le corps. Et donc je vous lis un passage de la République, mais c'est c'est un passage qui est beaucoup trop court parce que le passage plus long, excusez-moi, je suis obligé, est très marrant. L'idée fondamentale, c'est de savoir si, pour Platon, Platon prend une comparaison, c'est-à-dire, vous avez un cordonnier et vous avez un cordonnier qui a des cheveux et l'autre qui est chauve. On doit faire une différence entre un cordonnier et l'autre, tout simplement parce que l'un a des cheveux et l'autre n'en a pas. Et la réponse est bien évidemment non. Ce qui compte, c'est la qualité des chaussures qu'il peut fabriquer. Et donc, à partir de là, Platon fait cette petite remarque très ironique. Par conséquent, dis-je, pour le genre des hommes et celui des femmes, s'il apparaît différent pour l'exercice d'un art en particulier ou encore pour une occupation particulière, nous affirmons qu'il faut attribuer cet art ou cette occupation à l'un des deux. Mais c'est comme pour le cordonnier, bien évidemment. Mais si le genre n'apparaît différé que sur un seul point, à savoir que le genre féminin enfante, alors que le genre masculin féconde, alors nous affirmerons qu'il n'a aucunement été démontré pour autant que la femme diffère de l'homme quant à l'objet de notre discussion, mais nous serons encore d'avis
que nos gardiens et leurs femmes doivent exercer les mêmes occupations. Et nous l'affirmerons avec raison, dit-il. Par conséquent, nous solliciterons celui qui tient un propos contraire en lui demandant de nous apprendre la chose suivante. Pour quel art ou pour quelle occupation, parmi ceux qui touchent l'organisation de la cité, la nature de la femme et la nature de l'homme constituent-elles non pas une même nature, mais des natures différentes? Et Glaucon répond, ce serait juste en tout cas. Donc, comme vous le voyez, il y a là, et on le voit très bien dans la République parce que Platon estime qu'il y aura 3 vagues de critiques contre sa représentation de la République. La première vague, c'est le fait de mettre les philosophes au pouvoir. La deuxième, c'est le fait d'avoir donc des gardiens qui soient des gardiens, c'est-à-dire des soldats qui soient qui ne fassent que cela. Et le troisième, c'est justement le fait de donner à la femme une égalité absolue en ce qui concerne tout. Donc, parce que là, c'est une attaque chez Platon, dans la République, mais dans les lois, c'est un petit peu différent. Mais chez Platon, dans la République, c'est une attaque contre la société traditionnelle, où la femme est là pour faire des enfants et les élever, et reste à la maison. Et donc la politique, l'armée et même l'éducation sont réservées aux hommes exclusivement, et donc les femmes n'ont pas droit, donc, notamment à l'éducation. Et chez Platon, ce droit à l'éducation est absolument essentiel. Donc dans la République, vous savez, la République se présente ainsi, c'est-à-dire que l'organisation de la cité comprend 3 groupes fonctionnels. Un groupe qui est le groupe des producteurs, et dont Platon dit très peu de choses. Et ce groupe est dirigé par 2 autres groupes fonctionnels qui sont les gardiens, c'est-à-dire les soldats, ceux qui maintiennent l'ordre à l'intérieur et à l'extérieur. Comme j'essayais d'expliquer une année ici, donc les guerres étaient très fréquentes entre les cités, et donc on avait absolument besoin d'un groupe qui défende la cité contre ses voisins et qui maintiennent l'ordre à l'intérieur. Et dans ce groupe des gardiens, on va donner à ceux qui sont le plus intéressés la possibilité d'obtenir une éducation supérieure. Et ces gardiens qui passent par une éducation supérieure deviennent les philosophes qui, eux, dirigeront la cité. Donc, ce statut de la femme ne vaut que pour le groupe des dirigeants, pas pour les producteurs. En revanche, dans les lois qui étaient écrites à la fin, un ouvrage énorme qui a été écrit à la fin de la vie de Platon, donc on n'a plus cette répartition fonctionnelle. Tous les citoyens sont sur le même pied, mais donc à l'intérieur de ce groupe des citoyens, la femme donc est éduquée à partir de l'âge de 6 ans. Elle doit être soldat. Elle peut avoir une activité politique. Et donc, ça fait une différence fondamentale par rapport à la société traditionnelle. Et en plus, et ça a beaucoup choqué parce que, en fait, dans le monde hellénistique, ça s'est généralisé. La femme a droit de participer aux jeux non seulement olympiques, mais delphiques, pithiques, etc., etc. Et donc là, elle peut participer à toutes les épreuves et surtout dénuder. Et ça aussi, on l'a beaucoup reproché à Platon. Et donc, comme vous le voyez, le fait
de considérer l'être humain à partir de son âme implique une modification radicale du rapport homme-femme. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que ça modifie tout dans le domaine de l'éthique et de la politique. Dans la République de Platon, vous savez le fameux mythe de Gygès. Gygès qui trouve un anneau et quand il met l'anneau dans une certaine position, il devient invisible. C'est l'homme invisible. Et à partir de là, il fait toutes les saloperies qu'il peut faire, puisque de toute façon, il ne peut pas être vu et il ne peut pas être condamné. Et donc, c'est très intéressant de voir qu'effectivement, quelqu'un qui peut échapper à son corps en devenant invisible peut devenir une saloperie intégrale. Et donc, Platon, à la fin de la République, va raconter un autre mythe, qui est le mythe d'Air, un soldat qui a été laissé pour mort sur le champ de bataille, mais qui voit le jugement des âmes. Et donc, ce qui bloque toute la théorie éthique dans la République, mais aussi dans les lois, c'est justement cette idée que, même si on s'en tire dans la société civile, parce qu'on est plus violent, plus riche ou plus embêtant, on sera rattrapé à la fin de sa vie. Et donc, encore une fois, on a là une éthique qui prend en compte non pas le corps, mais l'âme. Et chez Platon, en tout cas, c'est ça qui bloque les théories éthiques. Pour la politique, c'est la même chose. Donc, si vous lisez les livres 8 et 9 de la République, vous vous apercevez que vous avez une description de la déchéance de la cité. Donc, la cité, donc on parle de la cité idéale, et puis ensuite on tombe dans la timocratie, l'oligarchie, et puis ensuite on va la démocratie, puis la tyrannie. Et donc, ce qui compte en politique, et encore une fois, ça s'applique aujourd'hui aussi, ce que Platon veut éviter, c'est de donner le pouvoir donc à la violence, c'est-à-dire aux armes, à l'argent et donc à toutes sortes de manipulations. Et c'est la raison pour laquelle, pour Platon, la politique, c'est d'abord et avant tout, et on le voit beaucoup plus dans la République, dans les lois que dans la République, l'essentiel de la politique, ce n'est pas donc l'organisation ou la gestion d'une population ou d'un environnement. L'essentiel de la politique, c'est l'éducation, c'est-à-dire que la politique, et on le voit dans les lois, il y a un très grand nombre de lois sur l'organisation matérielle de la cité, mais donc l'essentiel de la politique dans les lois de Platon, et c'est aussi le cas dans la République, c'est l'éducation. C'est-à-dire que l'effort du dirigeant politique doit porter non pas sur le corps, mais sur l'âme. Et encore une fois, ça ne signifie absolument pas que la gestion de la population et la gestion de l'environnement passe au second plan. C'est-à-dire il faut en tenir compte, mais ce qui est fondamental pour Platon, c'est la question de l'éducation. Pour Platon, et c'est dit dans la politique, l'idée fondamentale de la politique, c'est d'inculquer toutes les vertus à tous les citoyens. Et donc, c'est ça qui est le but de la politique. Et donc, il faut refuser absolument que la politique, que le pouvoir tombe entre les mains des gens violents ou des gens qui ont beaucoup d'argent. Et donc, ce qui est essentiel, c'est effectivement l'éducation.
et c'est cette idée que l'ensemble des citoyens doit pratiquer toutes les vertus. Et encore une fois, c'est l'orientation essentielle que l'on voit dans les lois. En ce qui concerne la psychologie aussi, insister sur l'âme chez Platon, c'est essayer de dépasser cette idée que l'on peut tout expliquer par le fonctionnement du corps. Et dans la mesure où, pour Platon, ce qui est fondamental dans la vie d'un individu, c'est sa capacité rationnelle. Et sans, bien évidemment, oublier les émotions et les sentiments, et qu'ils soient reliés à la défense, c'est ce que Platon rapporte à la fonction de l'âme qu'il appelle le thumos, et ou à des préoccupations matérielles, c'est ce que Platon appelle l'épithumia, c'est-à-dire le désir de toutes sortes. Mais pour revenir à l'éthique, je vais oublier une chose, si ça ne vous gêne pas. Donc, donc, vous avez le fameux mythe de Gyges, qui est très court, mais vraiment très intéressant, et qui décrit l'homme invisible qui peut échapper à la justice. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'à la fin du Gorgias, c'est un autre dialogue où Platon, où Socrate se montre très violent à l'égard des sophistes. Et à la fin du Gorgias, il y a un mythe que je trouve extraordinaire. C'est un mythe qui décrit le jugement des âmes. Et donc il y a 3 juges, Minos, Rhadamante et Éaque, mais Zeus intervient et leur dit, écoutez les gars, il ne faut pas juger les gens tout habillés. Parce qu'avant, les gens se présentaient, même morts, se présentaient au tribunal avec leurs vêtements. Et donc, plus ils étaient riches, plus on voyait qu'ils l'étaient, plus ils étaient puissants aussi. Alors que dans le mythe du Gorgias, Zeus demande aux 3 juges qui jugent les âmes d'exiger qu'ils se présentent nus. Et je trouve que c'est vraiment extraordinaire dans la mesure où, justement, Platon refuse cette idée suivant laquelle, si on est riche et puissant, on peut faire n'importe quoi. Donc, comme vous le voyez, et je vais en venir à des choses plus étonnantes encore. Donc, comme vous le voyez, la question, la façon, enfin, si on considère le corps en relation avec l'âme ou en rapport avec l'âme, beaucoup de choses changent. La première chose qui change, c'est la question de savoir ce qu'est un être humain. Est-ce qu'un être humain peut... et donc, c'est la question qui se pose dans le cas des problèmes reliés à l'embryologie et à la mort volontaire dans nos sociétés. La deuxième modification radicale, c'est le statut de la femme. Est-ce que la femme est là seulement pour faire des enfants et les élever? Ou si elle peut participer à tout ce qu'un homme peut faire? Donc, du point de vue de l'éthique, la même chose, c'est-à-dire que si on considère que l'éthique ne peut pas se réduire au corps, dans la mesure où on pourrait échapper à la justice si on devenait invisible, et dans la mesure où on pourrait se présenter au jugement des âmes avec ses vêtements et puis ses signes de puissance. Donc la politique aussi change radicalement, parce que ce n'est plus une question d'une gestion de la population et d'une gestion de l'environnement, mais c'est aussi et avant tout une question d'éducation. Et et en ce qui concerne la psychologie aussi, ça modifie complètement les choses parce que la première place est donnée non plus à l'émotion et au sentiment, mais donnée à la rationalité, à la science, à la connaissance. Et enfin, la question...
bon, la question de la mort, j'en ai parlé. Mais je voudrais insister sur quelque chose qui paraît très bizarre, mais qui m'a toujours énormément intéressé. C'est la question de la réincarnation. Pas du tout parce que j'y crois, je n'y crois absolument pas. Mais les conséquences que Platon en tire à la fin du Timée sont absolument formidables pour définir le rapport entre les êtres humains et les animaux. Comme je l'ai dit, chez Platon, l'âme en tant qu'âme est immortelle. Cela dit, les âmes individuelles n'ont qu'une immortalité relative. L'âme individuelle reste ce qu'elle est pendant 10 périodes de temps. Donc, il y a, durant la première période, l'âme est dépourvue d'un corps matériel. Elle contemple les formes et donc, à partir de la seconde période, elle tombe dans un corps, d'abord dans un corps qui n'est pas sexué, puis dans un corps sexué, donc ça peut être un homme ou une femme à la troisième période, et puis à partir de la troisième période, ça peut être un animal, si la vie antérieure n'a pas été satisfaisante, ça peut être un animal, c'est-à-dire soit un oiseau, soit un quadrupède, enfin, pas seulement un quadrupède, mais un animal qui vit sur Terre, soit un poisson ou un animal aquatique. Mais là où je veux en venir, c'est que à la fin du Timée, en tout cas, on retrouve notre passage du Cratyle. À la fin du Timée de Platon, on s'aperçoit que les animaux sont en fait des êtres humains et qu'un animal, c'est le signe d'un état d'âme. C'est-à-dire, plus l'âme est amochée, moins elle fait usage de son intellect, plus elle descend dans la hiérarchie du monde animal. Mais ce qui est fondamental, la première chose quand même, c'est que l'animal est un être humain. Et par voie de conséquence, il est impossible de tuer un être humain sans être considéré comme un meurtrier. Et il est impossible de manger un animal puisqu'on devient un anthropophage. Et à partir de ce moment-là, on comprend que dans toutes les traditions platoniciennes, et il y a de très beaux traités, notamment un de Plutarque, mais surtout et avant tout un de Porphyre, sur l'abstinence de toute chair animale, périapokès en grec. Et donc, à partir de ce moment-là, donc, on est acculé au végétarisme. Et on a aussi dans le Timée, en 72 et quelques, un très beau texte sur les plantes, où il est dit que comme on ne peut pas manger des animaux, il ne reste que les plantes, qui, elles, sont dotées d'une âme, mais d'une âme qui n'a rien à voir avec l'intellect et l'intelligence. Et donc, je voudrais insister là-dessus, sur cette idée de réincarnation, parce que, à mon avis, c'est vraiment très intéressant. Premièrement, parce que, que les animaux sont considérés comme des êtres humains déficients peut-être, mais comme des êtres humains. Et notamment dans Porphyre. Porphyre, c'est fin du IIIe, début du IVe. Il meurt au début du IVe de notre ère. Et donc, il y a tout un livre dans son traité sur l'abstinence des chairs animales qui essaie de montrer à quel point les animaux sont intelligents. C'est-à-dire qu'on peut dresser un cheval, on peut dresser d'autres animaux, etc., etc. Mais ce qui est fondamental, c'est de ne jamais considérer donc, un animal comme n'appartenant pas à l'espèce humaine. Et donc, interdiction de tuer des animaux, interdiction de les manger. Et je pense que par rapport à nos sociétés, mais parce que moi, ce qui m'a énormément choqué ces dernières années,
c'est ces massacres massifs d'animaux soi-disant malades. Et donc, tout simplement pour des raisons économiques, parce qu'on n'allait pas vendre la viande, etc., etc. Et je pense que c'est quand même quelque chose qui est en soi assez horrible, mais quand on se place dans une perspective platonicienne, ça devient encore beaucoup plus horrible. Et donc, encore une fois, considérer le corps du point de vue de l'âme, ça implique énormément de choses. Par ailleurs, donc comme je l'ai dit et comme vous l'avez vu dans mon texte du Cratyle, le corps, soma, c'est un sema. Ça peut vouloir dire un tombeau, bien évidemment, mais ça peut vouloir dire un signe aussi. Et ça veut dire que les animaux sauvages, ou les différents animaux, sont les signes d'un état d'âme. C'est-à-dire qu'un animal, pour Platon, c'est un être vivant qui illustre une situation antérieure. Si quelqu'un a été violent, ça devient un lion. Si quelqu'un a été un peu bête, ça devient un mouton, etc., etc. Et donc, ça vous permet de comprendre tout ce thème littéraire où on présente différents caractères humains sous une forme animale. Et donc, je pense que c'est de là que vient cette idée de représenter, par exemple, dans les fables de La Fontaine, de représenter différents caractères sous la forme d'un animal. Et encore une fois, je trouve que c'est très riche d'un point de vue littéraire. Et c'est très riche aussi, à mon avis, d'un point de vue, je ne sais pas comment dire, éthique, c'est-à-dire que quand on a devant soi un animal, on se pose la question de savoir ce qu'il peut représenter comme état d'âme, qu'est-ce qu'il illustre comme l'état d'une âme humaine. Et bon, je sais bien que ça paraît très subtil et très bizarre, mais je pense qu'on a là une série d'idées très originales et qui peuvent être utilisées même par un moderne ou un contemporain. Et donc, ça finit aussi sur le végétarisme, l'idée fondamentale suivant laquelle on ne peut manger que des plantes, parce que les plantes sont pourvues d'une âme, mais dans le humain, c'est d'une âme totalement inférieure, qui ne vient pas, qui n'a rien d'humain. Donc, cette âme permet à la plante de croître, et c'est tout. Et donc, la plante ne peut en aucune façon être assimilée à un être humain. Et par voie de conséquence, elle peut servir de nourriture. Encore une fois, je veux dire, je vous en parle rapidement ce soir, là, mais j'aimerais bien avoir des questions. Ça me paraît très bizarre que des gens qui sont très agressifs sur les questions écologiques n'aient pas pensé que même dans l'Antiquité, il y avait un certain nombre de représentations idéologiques qui pourraient être utilisées par eux actuellement. Et vraiment, ça m'a toujours beaucoup étonné. Je pense que c'est peut-être une question de manque de culture ou quoi que ce soit, mais ça me paraît bizarre. Parce que vraiment, toute la fin des Timins me paraît aller dans le sens d'une écologie qui s'intéresse au monde animal et qui s'y intéresse d'une façon qui, moi, me paraît vraiment intéressante. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire. J'espère que ça ne vous paraîtra pas trop paradoxal, mais je pense que, bon, encore une fois, je répète toujours la même chose, mais je pense qu'il peut être très intéressant d'aller dans l'Antiquité voir un certain nombre de textes
qui ne sont pas connus du grand public, mais qui auraient bien intérêt à être connus. Et donc je terminerai en disant que, par exemple, le traité sur l'abstinence des chairs des chairs animales chez Porphyre, en 4 tomes, sont extrêmement intéressantes. Et notamment le 4e tome, c'est une perspective historique, donc chez les Grecs, chez les Hindous, chez les Assyriens et chez les Perses. Et donc c'est vraiment très, très intéressant parce qu'on voit comment les choses se développent dans différentes cultures. Donc aujourd'hui, je n'ai parlé que de Platon, mais donc dans ce 4e livre du De Abstinentia de Porphyre, on a toute une série de remarques justement sur l'abstinence des chairs animales dans différentes cultures. Et moi, ça me paraît vraiment très intéressant. Voilà, c'est ce que je veux dire. Une question, c'est qu'à la fin du Timée, vous avez dit qu'il y a 10 périodes pour l'âme, mais ce qu'on voit en fait dans l'âme, c'est qu'il y a un devenir corporel qui semble presque naturel. Donc comment est-ce qu'on peut parler d'un devenir corporel qui semble naturel pour l'âme, et en même temps voir le corps comme une sorte de tombeau pour l'âme? Je ne sais pas par où commencer, parce que c'est une question qui est très vaste. Chez Platon, il y a deux choses qui caractérisent la philosophie de Platon. C'est que la première chose, c'est que tout ce qui nous entoure n'est qu'une image de réalité véritable qui se situe ailleurs. Et la deuxième chose, c'est que le corps humain, que le corps humain est mis en mouvement par une âme qui peut se séparer de lui. Et comme vous essayez de vous le montrer, pour Platon, l'âme doit avoir la première place et le corps ne peut avoir que la seconde place. Et donc, d'un point de vue métaphorique, on peut dire que l'âme qui est immortelle de façon provisoire est supérieure au corps, et tout simplement parce que le corps, lui, peut être détruit. Et donc, je pense que c'est en ce sens-là que Platon présente le corps comme le tombeau de l'âme. Donc, ce n'est pas un refus radical. Il n'y a aucun ascétisme chez Platon. Jamais il recommande de faire du mal au corps ou de le blesser ou quoi que ce soit. Mais donc le corps a une position qui est inférieure par rapport à l'âme. Et donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, et à mon avis, c'est ça qui explique que Platon, dans le Cratyle, dit du corps qu'il est le tombeau de l'âme, c'est tout simplement parce que le corps peut mourir, peut être détruit, alors que l'âme ne peut pas être détruite. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Je ne sais pas. Donc c'est une réponse très canonique, mais moi ce qui m'intéresse, c'est moins cette idée que l'âme se trouve dans le corps comme dans un tombeau, que le fait que le corps est un signe, ce qui est l'autre sens de séma en grec. Donc d'où vient sémiotique et tout ça. Vous avez dit que l'âme en tant qu'âme était immortelle, et que l'âme en tant qu'âme était immortelle, oui. Mais en tant qu'elle était unie à un corps, elle était d'une immortalité provisoire, en tout cas. Et la question du coup de la personnalité. Oui, ça c'est... Oui. Allez-y. Du coup, la personnalité serait quelque chose de provisoire. Exactement. Donc qui ne tiendrait pas de l'âme, plutôt du corps que de l'âme. Non, c'est compliqué, parce que, donc, comme je vous l'ai dit,
les âmes chez Platon, et c'est ça qui assimile. Je pense que la représentation de l'âme chez Platon est sur beaucoup de points similaires à ce qu'on trouve dans le monde oriental et notamment en Inde. Donc, dans un premier moment, j'ai dit immortalité provisoire. Immortalité provisoire, ça veut dire ceci, c'est-à-dire que l'âme qui, et de toute façon, chez Platon, pratiquement toutes les âmes sont associées à un corps, y compris les dieux, mais ça, je n'ai pas le temps d'en parler. Je parle de l'âme humaine. Toutes les âmes sont associées à un corps. Et c'est la raison pour laquelle l'immortalité d'une âme ne peut durer que l'espace d'un cycle qui comprend 10 périodes. Donc, la personnalité, c'est exactement le problème fondamental qui se pose dans lorsqu'on parle d'immortalité provisoire. Donc, vous avez une âme qui, dans une première période, n'a pas de corps terrestre. Elle a un corps lumineux, mais enfin, elle n'a pas de corps terrestre. Elle contemple les formes. Et donc, à partir de ce moment-là, elle acquiert une personnalité. Elle acquiert une personnalité qui correspond à la qualité de sa contemplation des réalités véritables. Donc, cette âme tombe dans un corps, et donc, à ce moment-là, la contemplation de la réalité véritable n'est plus immédiate, mais elle est médiate, parce qu'elle doit passer par les sens, etc., etc. Et en fonction de la qualité de cette contemplation médiate, ou bien elle tombe à la troisième génération dans un homme ou dans une femme, et si l'âme humaine, et donc ça lui donne une personnalité, sa personnalité tient à la quantité de connaissances qu'elle a acquises. Et donc, si elle ne fait pas usage de son intellect en tant qu'homme ou en tant que femme, eh bien, elle va tomber au niveau de l'oiseau, au niveau de l'animal, au niveau du poisson, avec la possibilité de remonter. Et donc, la personnalité, c'est une personnalité qui... et encore une fois, j'en viens là, c'est-à-dire que le monde animal est l'illustration d'une personnalité donnée. Je ne sais pas si... C'est plus impersonnel que la personnalité. C'est-à-dire Puisque... Oui, si on est un animal, oui. Tiens, la contemplation chez l'homme est d'une plus grande perfection. Oui, bien sûr. Chez l'animal. Oui. Sa personnalité est plus marquée, si je puis dire. Exactement. Mais il n'empêche que Platon estime que même les animaux ont une personnalité. Et c'est un fait, je veux dire. Si vous regardez un chien ou un chat ou un cheval... Trop près d'un chien. Pardon? Je n'avancerai pas trop près d'un chien. Pardon? Non, mais je veux dire, même un chien, il n'y a pas de chiens qui sont identiques. Hein. Mais alors, la personnalité relèverait de la contemplation. Oui, mais justement, et je reviens à la question de tout à l'heure, ça revient à la contemplation. Mais contemplation, ça ne veut pas dire qu'on est mystique. Hein. Je veux dire, c'est la connaissance que l'on prend de la réalité. C'est la connaissance. Je veux dire, en fonction de votre connaissance, vous descendez ou vous remontez dans l'échelle des vivants. Et donc, oui, vous disiez, c'était la personnalité. Donc cette personnalité-là est provisoire. Donc oui. Oui, donc elle ne tient pas à cette âme immortelle. Si, je ne comprends pas ce que... l'âme n'est pas mortelle. Non, elle n'est pas mortelle, en tant qu'âme. Oui. Mais la personnalité... La personnalité, en tant qu'âme. La personnalité ne dure que le temps d'un cycle. Voilà, que le temps et parce qu'après la fin du cycle, on remet les compteurs à zéro. Et donc, l'âme retombe dans cette espèce de réservoir d'âme et reprend un cycle. Donc, on a une personnalité qui est une personnalité provisoire. Oui. Et une personnalité provisoire qui tient d'abord à la connaissance.
et pas aux sentiments. Et c'est très intéressant parce que dans le monde indien, par exemple, quand on vous... Il n'y a pas d'immortalité de la personne, du coup, ça il y a une mortalité de la personne provisoire pendant un cycle. Voilà, pendant un cycle. Parce que quand même, chez Platon, et j'ai parlé de l'éthique et de la politique, vous avez une rétribution. Je dis, si vous êtes un salopard, vous allez payer. Et si vous êtes un type bon, vous allez être récompensé. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Non, qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est le mythe, mais du point de vue de la connaissance, enfin, du point de vue de... Dans l'histoire d'une âme, Oui. qu'est-ce qu'elle devient? Elle est récompensée, ça veut dire quoi? Elle est récompensée si elle se donne... si elle essaie d'acquérir de la connaissance, si elle est punie, si elle ne veut pas en acquérir. Elle est punie en descendant dans l'échelle des vivants, ou elle est récompensée en restant à son niveau ou en remontant à un autre niveau. Donc on peut échapper au cycle des réincarnations. Mais tout ça, une personnalité n'est valable que pendant un cycle. Ça peut aller de mieux en mieux ou de pire en pire. Et donc on monte ou on descend dans l'échelle des vivants. Et donc c'est associé chez Platon à la connaissance. Parce que là où je voulais en venir, en répondant à votre question, c'est que si vous regardez, parce que les romans sanscrits, j'ai fait du sanskrit, on travaillait un peu sur ces romans. Un guerrier ou un roi se souvient que dans sa vie antérieure, il était sous un arbre au frais avec une belle fille et du vin, etc. Mais ça, chez Platon, vous ne trouvez jamais ça. Chez Platon, vous trouvez qu'une référence à la connaissance. C'est-à-dire que la personnalité est toujours liée à la connaissance et en fonction de votre activité cognitive, vous pouvez monter ou descendre dans l'échelle des vivants. Et tout ça s'arrête à la fin du cycle, et là, vous remettez les compteurs à zéro. Et vous retrouvez une autre personnalité. Et alors, mais du coup, l'âme en tant qu'âme, donc l'âme du monde, Oui. Elle est personnelle ou impersonnelle? Non, elle est impersonnelle. Impersonnelle, Oui. ça c'est... Non, mais chez Platon, ce n'est pas dit, mais si vous lisez Platon, Porphyre, c'est bon. Proclus, à la fin des éléments de théologie, c'est évident. Elle ne peut pas avoir de personnalité, puisque de toute façon, le corps est immortel. Et c'est ça qui est fabuleux aussi. C'est-à-dire que les dieux ne sont immortels que parce que leur corps ne peut pas être détruit. Et c'est aussi quelque chose... Ça tient à leur corps. Pardon? Ça tient à leur corps. Oui. C'est très étrange, mais c'est comme ça que ça se passe. Et moi, je trouve que c'est quand même... il y a des choses vraiment très intéressantes et très modernes là-dedans. Oui. Pardon? Vous parlez de l'échelle des vivants, la hiérarchie. Dans le monde animal, c'est quoi? Enfin, c'est le plus bas, le plus haut? À la fin du Timain, mais encore une fois, c'est plus ou moins ironique. Hein. À la fin du Timain, donc, si vous n'êtes pas un homme ou une femme, vous pouvez devenir un animal. Et le premier niveau, c'est l'air, et donc ce sont les oiseaux. Le second niveau, c'est la terre, et donc vous avez les quadrupèdes, les serpents, etc., etc. Et le niveau le plus bas, c'est le niveau aquatique, avec les huîtres qui sont la pire espèce. Mais c'est très intéressant parce que si vous lisez si vous lisez les néoplatoniciens, hein, Plotin, Porphyre, Chamblic, Proclus, on vous parle du mode de vie ostréeux. Et donc, c'est ce que ça veut dire. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont tellement bêtes qui sont des huîtres. Et donc, vous avez ça très souvent. Si vous lisez Plotin, vous allez voir ça, un mode de vie ostréeux. Ben, vous vous dites, mais qu'est-ce que ça veut dire un mode de vie ostréeux? Mais c'est une référence au Timain. C'est-à-dire que quand on est au plus bas de la bêtise, on est une huître.
Et donc, bon, c'est pour ça que je vous disais que c'était un peu ironique. Mais les platoniciens y croyaient. Je dis que Porphyre, par exemple, ses premiers exemples, c'est sur les oiseaux, les corbeaux, les perroquets, les choses comme ça, qui peuvent parler. Et puis ensuite, il en vient aux chevaux, aux chiens, aux chats. Et donc, pour montrer qu'ils sont intelligents et que ce sont des êtres humains un peu dégénérés, mais quand même. Mais le pire, c'est l'huître, ça. C'est terrible, ça. Pardon? Même avec une perle. Ah, ça, je ne sais pas. Il n'en parle pas. Mais si vous lisez les néoplatoniciens, quand vous tombez là-dessus, un mode de vie austreux, là, c'est vraiment très bon. Oui. Il y a d'autres questions ou... Entre les... Pardon? Oui, là-bas. Je ne sais pas si c'est vraiment une question ou un petit commentaire. Par rapport au rapport à la consommation de la viande, le monde romain, à l'époque des débuts du christianisme, qui baignait dans l'esprit platonicien, dans le paganisme, était profondément choqué que les chrétiens vénèrent un Dieu qui disait mangez, ceci est mon corps. Oh oui. Parce qu'il y avait un rapport justement de non-consommation de la chair, et les chrétiens vénéraient un Dieu qui Oui, mais c'est... vous savez, au début de l'Empire, quand le christianisme a commencé à s'imposer, il y a eu beaucoup de traités anti-chrétiens, et c'était un de leurs arguments, ça. Mais c'était relativement facile pour eux de répondre à cet argument en disant que c'était que symbolique et tout ça. Mais effectivement, c'était un argument. C'est-à-dire que comment se faisait-il qu'un Dieu puisse être mangé par ses fidèles? Et c'est tout à fait exact, oui. Mais comme je vous dis, c'était pas la pire c'était pas la pire des critiques, parce que la pire des critiques, pour eux en tout cas, on le voit très bien chez Plotin, chez Porphyre, qui a fait son contre Christianus, enfin le pros-Christianus contre les chrétiens, c'était le fait qu'un Dieu devienne un homme. Ça, pour eux, c'était pas possible. Et qu'en plus, que le fidèle puisse manger son Dieu, c'était dur, c'était très très dur. Juste encore un point, c'est clair chez Platon, c'est net, que l'âme est indifférente, l'âme même provisoirement immortelle, est indifférente aux différences du corps, aux différences corporelles. C'est-à-dire notamment la différence du genre. Une seconde. L'âme. Oui, mais la différence du genre, oui, mais pas le fait qu'on ait un animal ou un autre, c'est pas indifférent. Ça illustre... Oui, je veux dire dans un même cycle. Dans un même cycle, donc oui. dans l'humain. Oui. L'âme dans ce cycle-là, pour l'âme, c'est-à-dire les différences du corps lui sont indifférentes. C'est-à-dire ne change rien. Entre un homme et une femme, non, ça change strictement rien. Ça, rien, c'est net chez Platon. Oui. Mais pour tout le reste, ça change. Parce que chez Platon, encore une fois... Pour un grec traditionnel, l'âme d'une femme et l'âme d'un homme sont différentes. Je ne sais pas même si on peut parler de l'âme d'une femme. Ah d'accord. Non, mais c'est vrai, je ne suis même pas sûr. C'était un corps. Oui, pour faire des enfants. Mais alors que chez Platon... donc c'est une
Pardon? Platon marque une vraie rupture. Mais encore une fois, lisez La République et vous allez le voir. Non, mais on ne C'est- voit pas les effets. C'est une des On voit pas vagues. les effets de la lecture de la République sur le monde. Oui, mais il y a eu des effets très importants parce que les cyniques se sont emparés de ça. Ah oui. Parce que les cyniques, ils étaient contre la culture ambiante. Et donc, eux, ils mangeaient de la chair crue sur le marché. Ils faisaient l'amour avec leurs femmes dans un temple, etc., etc. Ils faisaient de la provoque. Et donc, ils se réclamaient de Platon. Et les stoïciens, eux, disaient, oh là là, nous, on est pour la tradition. Non, non, on ne fait pas ça. Etc. Mais les cyniques, eux, se réclamaient de Platon et faisaient toutes sortes de provoques dans la rue, quoi. Et, je sais pas. Et dans la République, Platon le dit, il y a trois vagues de tsunamis qui vont détruire ma constitution. Et l'une des vagues, c'est la femme. L'autre vague, c'est le pouvoir au savoir. Pour un grec, c'est complètement fou. Et le troisième, c'est les soldats. C'est-à-dire qu'il peut y avoir une classe de soldats, mais parce que les soldats n'ont pas le droit d'avoir de richesse. Et donc là, c'est catastrophique, parce que là, vous détruisez complètement la société athénienne. Parce que la société athénienne, pour être citoyen, bon, les femmes ne l'étaient pas vraiment, elles devaient être sous tutorial. Comment on dit en français? Sous tutelle, voilà, merci. Et les femmes devaient être sous tutelle. Et donc, un citoyen, c'était un mâle qui avait un droit, le droit d'acheter une terre. Par exemple, Aristote n'a jamais pu acheter une terre à Athènes pour fonder son école. C'est ses étudiants qui l'ont acheté. Donc, il avait un droit et deux devoirs. Et donc, il y avait un droit et deux devoirs, c'était de faire la guerre et d'augmenter son domaine. Les deux allaient ensemble, puisque de toute façon, on faisait la guerre pour... Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. La République, c'est une provocation terrible. Et c'est pour ça que Badiou a fait une république maoïste. Ah oui, il a fait une... Ah, il a soi-disant traduit la République. Quand ça ne lui plaît pas, il fait autre chose et il traduit un peu. Mais il connaît bien le grec. Mais donc, c'est pas fou que Badiou se soit emparé de ça pour défendre le maoïsme. C'est un livre très subversif. Très, très subversif. Mais encore une fois, Platon en est conscient. Hein. Platon en est conscient. Il le dit, il y a trois vagues qui vont détruire ma constitution, et c'est ces trois vagues-là. Bien, merci beaucoup.